Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'1%. Mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? En 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques sauf 7 banques centrales de ces pays. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pas une coïncidence si ces 7 pays ont connu des perturbations et des guerres dans leur pays. Par exemple, en 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. En envahissant ces deux pays, les Rothschild ont réussi à poser leurs mains sur la plus grosse banque du Moyen-Orient, qui est la Banque d'Irak. En 2006, seulement 5 pays avaient des banques centrales, qui n'étaient pas du tout contrôlées par les Rothschild. Ces pays sont le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et puis l'Iran. En 2011, le régime de Kadhafi est tombé. Ça, on le savait aussi. Et il a laissé la Libye à la main de qui? Des Rothschild, qui sont très satisfaits de la révolution libyenne qui a été approuvée et soutenue par M. Bernard-Henri Lévy. Et dans la même année, le plus grand pays d'Afrique en superficie, qui est le Soudan, se divise. Le Sud-Soudan devient un État indépendant le 9 juillet 2011 et sombre rapidement dans une nouvelle guerre intérieure cette fois. En 2013, seulement 3 pays restent debout et résistent encore à la main des Rothschild, qui sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Cuba ne va certainement pas tomber. Ce petit pays a tenu tête pendant des décennies aux États-Unis. Et Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine, a tenu tête pendant plusieurs années aux États-Unis. Rappelez-vous, il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat. Il a réprimé toute l'opposition politique sur l'île pour faire de Cuba un des fers de lance de la guerre froide. Le leader cubain a défié tour à tour pas moins de 11 présidents américains. Rien que ça. Pour la Corée du Nord, soyez sûrs, mes chers amis, que c'est très difficile pour les Américains d'infiltrer le régime nord-coréen et de créer un mouvement de résistance pour faire tomber Kim Jong-un. Et ni la Chine ni la Russie souhaitent voir s'effondrer le régime nord-coréen qui fait bien leur affaire et garde un équilibre entre les deux camps. Tu m'étonnes. En ce qui concerne l'Iran, vous le savez très bien, l'Iran est armé jusqu'aux dents. Et c'est pas dans un futur proche que l'Iran tombera, surtout avec un PIB estimé à 412,2 milliards de dollars en 2016. L'Iran est la deuxième économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après l'Arabie Saoudite. Sa population estimée à 78,8 millions d'habitants en 2015 place également le pays au deuxième rang des pays les plus peuplés du Moyen-Orient, derrière l'Égypte. L'économie iranienne repose sur le secteur gazier et pétrolier, l'agriculture et les services se caractérisent par une présence notable de l'État dans l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Iran occupe, lui, le deuxième rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le quatrième rang pour ses réserves de pétrole prouvées. Donc c'est simple, n'attendez pas un renversement du régime iranien au futur. À discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh! Eh bien sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain, sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non? Tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild, et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines.
Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. « Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. » Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters. Les mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters, qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques, qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre Bekenntnisse eines Ökonomie-Hitman, en français Les aveux d'un tueur économique. L'une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild, et son surnom est la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre, et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild, « Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. » Le monde est donc en guerre parce que c'est très profitable pour les Rothschild et les banksters leur alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent
et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas. Car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Je suis rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, oui, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. Ce qui veut donc dire d'abord
que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Quelles sont les forces de l'ombre? C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias. Les mafias politiques ou les mafias... Mafia économique, mafia politique. Tu as toutes sortes de... Tu as des mafias religieuses, l'Opus Dei. Entre guillemets, les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur asservit l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, remis au rebut. Qu'est-ce qui va se passer? Il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui? Des gens comme ceux qui possèdent la Banque centrale américaine, qui est une banque privée. C'est toujours JP Morgan, tu retrouves toujours les mêmes. Le Bilderberg Group, la Trilatérale. On connaît la Trilatérale. Qu'est-ce que tu leur reproches? Mais ce sont des gens qui sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Je crois. Si je te dis la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi? Ben alors, on tue des gens, hein, et on imagine des maladies, tout ça est prévu, et c'est possible. Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles.